Le Consortium pour la recherche économique et sociale, le CRES, et la Direction générale des politiques publiques et économiques, la DGPPE, du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan ont organisé à Dakar du 6 au 7 avril 2017 la seconde édition du Forum de la recherche économique et sociale. Les travaux placés sous la présidence de Mohamed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre du Sénégal, ont été ouverts par son représentant Abdoulaziz Tall, ministre auprès du président de la République, en charge du suivi du plan Sénégal émergent. Le CRES fournit de précieux outils d'éclairage de la décision dans les domaines clés que sont l'éducation, l'agriculture, la santé et d'une manière générale les politiques économiques. L'organisation de la deuxième édition de ce forum est une belle illustration de ces efforts. Je demeure persuadé que d'autres initiatives suivront, notamment dans le cadre de l'évaluation des politiques économiques mises en œuvre au cours des 5 dernières années pour la définition d'une nouvelle génération de programmes pour le PSE. En attendant avec impatience les résultats de vos échanges qui seront portés à l'attention de Son Excellence le Président de la République, je déclare ouverte la deuxième édition du Forum annuel de la recherche économique et sociale. Je vous remercie de votre attention. Une présence symbolique et tout aussi chargée de signification eu égard au thème savamment choisi pour cette édition, à savoir le plan Sénégal émergent face aux défis de la croissance inclusive. Après l'ouverture officielle, le ministre Abdoulaziz Tall s'est fait participant assidu aux premières loges, suivant, non sans intérêt majeur, la session introductive animée par les deux institutions organisatrices du forum, le Consortium pour la recherche économique et sociale, le CRES, et la Direction générale de la planification et des politiques publiques, la DGPPE. Le diagnostic sommaire du PSE est saisissant. Nous avons insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d'avoir une croissance durable. Mais pour que la croissance de l'économie sénégalaise le soit, elle doit être résiliente au changement climatique, dont les effets de plus en plus violents se font sentir dans notre pays depuis de nombreuses années. Sans cette résilience, l'agriculture ne pourra pas tirer la croissance économique et la maintenir à un niveau. Mais les changements climatiques concernent aussi les populations urbaines, comme en témoignent les inondations récurrentes auxquelles les populations des banlieues des communes de Dakar sont victimes depuis le retour des pluies en 2005. Et les attentes adressées au gouvernement sont nombreuses et délicates. Évidemment, on ne peut pas réussir ici si on n'adresse pas de façon spécifique ce qu'on a appelé les fondements de l'émergence, à savoir la question de l'énergie, les infrastructures, le capital humain, le financement de l'économie et les TIC. Et donc, au regard de tout cela, évidemment, on peut déjà dire que sur les 3 années de mise en œuvre du PSE, comme le disait le ministre tout à l'heure dans son discours, des résultats fort appréciables ont été enregistrés. Mais les réformes, moi je suis partisan des réformes, elles sont extrêmement importantes parce que c'est elles qui permettent de libérer le potentiel de croissance, de créer un environnement favorable pour le développement du secteur privé, qui est le seul créateur de richesses, en tout cas dans la durée. Le patron de la planification prend une dizaine de minutes pour présenter quelques repères majeurs. La pause café très courte ne laisse que très peu de temps aux représentants du Premier ministre pour se retirer, non sans un mot à la presse. La suite des échanges sera plus approfondie sur les orientations de développement inclusif à l'horizon 2035, telles que définies dans le plan Sénégal émergent, déconstruit pour l'occasion en quelques 6 thématiques majeures. Croissance et équité, entrepreneuriat et emploi, protection sociale et réduction de la pauvreté, résilience au changement climatique, réforme budgétaire, agriculture, les défis de l'autosuffisance alimentaire et de l'emploi agricole. La première thématique sur la croissance suggère des leviers pour le plan Sénégal émergent et la nécessité de l'inclusion. C'est la Banque mondiale qui ouvre le bal par l'esquisse d'une certaine expérience internationale dans les réformes pour l'émergence. Les profils illustratifs sont le Rwanda, l'Éthiopie, l'île Maurice et le Cap-Vert, des pays ayant connu des taux de croissance soutenus de plus de 7% par an, basés sur des réformes stratégiques.
le Cap-Vert, grâce aussi à sa petite taille, a été un des pays au monde qui avait le taux d'aide au développement le plus haut au monde par habitant. Donc, dans les années 90, ils recevaient presque 30% de leur PIB en aide internationale au développement, ce qui leur a permis d'avoir un taux d'investissement vraiment haut, entre 35 et 40%. De nouveau, depuis 2008, ce modèle-là s'est un peu essoufflé, et aussi vont devoir regarder d'autres éléments, surtout les réformes structurelles, aussi la gestion de la compétitivité, il va falloir regarder ça. L'économiste en chef de la Banque mondiale retient surtout que sur la route de l'émergence, tout ne peut pas être mis en avant. Il faut choisir des secteurs clés. Il faut d'abord, dans la stratégie, choisir bien quelle est son option stratégique. Est-ce qu'on veut se baser surtout sur la demande extérieure, se mettre au train de la globalisation, ou on veut plutôt faire le plein sur la demande intérieure à travers l'investissement. Et c'est un peu de stratégie alternative. Ce n'est pas complètement alternatif, mais c'est bien de l'avoir clair. Et après, je pense dans tous les cas, il faut bien sélectionner un ou deux secteurs qui sont vraiment porteurs pour l'économie nationale. La deuxième chose, c'est une fois qu'on a bien sélectionné une stratégie et pas essayer de vouloir tout faire, c'est de se donner les moyens de le faire. Donc si on va vers l'investissement public, il ne faut pas faire dans la broderie, quoi. On a vu, l'Éthiopie faisait environ 20 à 25% du PIB d'investissement public. Donc il faut se donner les moyens macroéconomiques, budgétaires, d'aide internationale pour arriver à ces niveaux-là. Sinon, et si je ne me trompe pas, ça rejoint un peu un des papiers qu'on va discuter, où on voit que l'impact d'augmenter l'investissement public au Sénégal, même si on augmente de 3 points de pourcentage, c'est pas très fort. Donc si on veut cette politique d'investissement public, il faut comprendre qu'il faut vraiment mettre les moyens et que c'est un effort énorme et que pas tout le monde n'arrive à se le permettre. Et il faut aussi travailler sur l'efficacité de l'investissement. Et ça, je pense aussi, le papier qu'on va discuter plus tard le montre très, très judicieusement. Les recommandations de la Banque mondiale sont porteuses de méthodes à même de maîtriser les facteurs d'entrée et de sortie de la pauvreté au Sénégal. La dynamique de la pauvreté révèle des données relativement anciennes, non moins inquiétantes, à savoir notamment l'indice de pauvreté estimé à 46,7% des ménages en 2011, dont 57% en zone rurale et 26% à Dakar. C'est que si on examine la pauvreté au cours des deux périodes, 2001-2005 et puis jusqu'à 2011, très peu de gens sortent de la pauvreté. Ça signifie tout simplement que si on est en dessous du seuil de pauvreté, on est pris dans de nombreux pièges pour pouvoir s'en sortir. Et c'est ce que cela montre, d'une période à une autre, très peu de gens sont sortis de la pauvreté. Et qu'à la période suivante, ceux qui sont sortis de la pauvreté, enfin, la portion qui est sortie de la pauvreté, dans cette proportion, seule une faible proportion reste non pauvre. Autrement dit, ils retombent dans la pauvreté. La vulnérabilité réduisant tant la probabilité de sortir de la pauvreté, les chercheurs en concluent que le plan Sénégal émergent conduit à une série d'implications politiques. Plusieurs choses ont été faites dans le PSE. Ici, nous disons tout simplement qu'il faut faire un meilleur ciblage des politiques, à la fois en distinguant ce qui relève de la pauvreté structurelle et ce qui relève de la pauvreté transitoire. Donc, nous avons vu ce qui se fait sur le plan social, c'est important, couverture maladie universelle, bourse, etc. Mais il faut encore un meilleur ciblage pour qu'on puisse atteindre ce qu'il faut faire. Et l'aspect fondamental, bon, on n'a pas le secteur agricole, ils vont y revenir, mais surtout l'investissement dans les infrastructures. L'investissement dans les infrastructures. Si vous voyez les travaux de méta-analyse sur ces questions dynamiques de la pauvreté, les éléments qui ressortent, l'infrastructure, l'éducation, la santé, et naturellement le secteur rural. Cependant, le taux de croissance de 6,6%, projeté à 6,8% en 2017, ne suffit pas à consolider les écarts de revenus. Encore faut-il en mesurer les différences avec les pays de référence et l'impact de la diffusion technologique sur le PIB par tête. Un aspect qui nécessite un certain nombre de mesures. Pour tirer pleinement profit de la diffusion technologique,
Donc il faudra relever le capital humain. Et cela passe par une mise en place d'une politique éducative dans le but d'améliorer l'enseignement secondaire comme supérieur afin d'avoir une main-d'œuvre qualifiée. Aussi, il faudra augmenter les dépenses en recherche et développement. Il faut également plus d'ouverture au commerce étranger pour tirer profit des avantages comparatifs et de la recherche et développement des pays industrialisés. La diffusion technologique générant des innovations et par ricochet des opportunités de croissance, il devient tout aussi impératif d'adapter le droit positif à l'expansion de l'économie numérique. Plusieurs modèles d'affaires désorganisent en effet les schémas juridiques en place. Beaucoup d'entrepreneurs de l'économie numérique opèrent dans des conditions juridiques incertaines, voire même totalement floues. Ceux qui observent s'en rendent compte. La dernière, c'est cette opération de rachat de Tigo par Wari. Il y a eu des gens qui venaient de partout en disant on n'a pas été au courant, on n'a pas fait ceci, cela. Il y a un manque dans ce sens. Il semble même qu'il y ait un manque de dispositions incitatives ou de faveurs, notamment fiscales, pour cette économie. Et tout ceci conduit à une grande fragilité ou à une mort certaine de certaines PME du numérique. L'innovation et la création ne génèrent pas moins de nouveaux droits, car pour expérimenter la transition numérique, les acteurs sont appelés à bousculer quelques libertés préétablies. Et ce système juridique que nous avons dans nos pays, surtout ici, c'est un système que nous avons hérité de la France. Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que même les Français considèrent que leur système juridique, ça suffit. Ils disent basta. Et je cite ce qu'ils ont dit. Ils disent que leur droit est frappé d'une tare originelle. Droit, pour nous, c'est un droit emprunté, un droit qui vient essentiellement du droit français, un droit qui a certes fait école dans le monde par le biais du Code Napoléon, vous vous souvenez, il est allé se placer un peu partout. Mais aujourd'hui, les Français eux-mêmes disent que ce droit tient du chef-d'œuvre en péril. Il est vieilli, il est anachronique, il est en déphasage complet avec le monde agile d'aujourd'hui. Pire, il condamne l'innovation, ce qu'eux, ils considèrent comme étant le carburant d'une période de mutation intense. Si ce droit-là ne fonctionne pas pour eux, nous, on continue à appliquer un problème. Juste pour exemple, quand on veut mettre un nouveau médicament sur le marché, on fait de l'expérimentation, on fait des essais cliniques, on fait des essais thérapeutiques sur l'homme, sur les animaux. C'est ça l'expérimentation. Et ce que je demande dans cette étude, c'est de dire que concernant l'économie numérique, il faudrait qu'on expérimente, même si on doit faire des zones, sans pour autant leur dire vous avez le droit de faire ce que vous avez envie de faire, mais on les met dans une zone, on expérimente, et si ça marche, on élargit. C'est vrai que ça va poser des problèmes à des juristes comme nous. Nous sommes habitués à ces fameux concepts et ces fameux principes qui nous viennent du droit romain. On nous dit les hommes naissent libres et égaux, ce qui est totalement faux de toute façon. Donc puisque nous naissons libres et égaux, nous sommes soumis au même droit et à la même loi. Il ne peut pas y avoir deux droits dans un même pays, ce serait violer le principe de l'égalité civile. C'est ça qu'on nous dit. Mais du point de vue économique, je crois qu'il y a des choses à voir sur ce plan-là. C'est la raison pour laquelle, en termes d'implication de politique, je propose ceci. Une nouvelle approche de l'innovation s'impose à l'État. Il ne faut pas qu'on considère les innovateurs comme des gens en marge de la loi. Première chose. Deuxièmement, l'économie numérique va bouleverser les conditions d'exercice de la régulation. Quand je dis conditions d'exercice de la régulation, on régule, avant l'accès au marché, on régule également quand la compétition se passe au niveau par le biais de la concurrence. Mais l'accès, il faudrait le réguler autrement. Quand on régule l'accès au marché par le biais de principes que l'on a posés et qui datent de Mathusalem, il y a de fortes chances que celui qui arrive et qui n'est pas conforme à ces principes-là ne puisse pas accéder à ce marché-là et on va tuer dans l'œuf ce qui se passe. Et si l'État vient à contrôler l'économie numérique, il doit aussi investir. La promotion de l'investissement public est une étape importante pour stimuler la croissance économique, réduire la pauvreté et améliorer la qualité de vie des populations des pays à faible revenu. Plusieurs rapports et initiatives des partenaires techniques soulignent depuis 2005 l'importance du capital public, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des infrastructures. Un point de vue qui ne convient pas aux théoriciens des ajustements structurels qui estiment, eux, qu'une hausse de l'investissement public occasionne un déficit et donc accentue le niveau de déséquilibre. Les experts du gouvernement notent que cette analyse ignore les effets d'offre du capital public à travers son impact sur l'accumulation du capital privé et par ricochet sur la croissance. Comme recommandation phare, nous disons que dans le moyen terme, le Sénégal devrait mettre plus l'accent sur les réformes structurelles, notamment dans la gestion de l'investissement public pour assurer une meilleure efficience de ce dernier et des perspectives de croissance meilleures. L'apport du secteur privé en termes d'opportunités d'investissement s'est davantage illustré dans l'acte 3 de la décentralisation. Mais la mise en place du partenariat public-privé a des préalables. Est-ce que nos collectivités locales ont la capacité de pouvoir détecter les meilleurs projets? Ça, c'est une grande question. Et deuxièmement, la préparation approfondie. Est-ce qu'il y a suffisamment de compétences
l'expertise locale, elle est présente pour pouvoir réaliser effectivement des analyses approfondies, ça veut dire des montages financiers, juridiques et des montages aussi socio-économiques. L'autre problème, c'est un problème aussi de gouvernance qui concerne carrément la passation de marché. Et enfin, la mise en œuvre du projet. Les partenariats publics-privés ont été mis à rude épreuve dans les collectivités décentralisées. Dans un contrat de partenariat public-privé, le partenaire privé est rémunéré par un loyer. Ça veut dire que ce loyer fait partie effectivement, je peux dire, des dépenses de fonctionnement. Alors que dans la plupart des communes sénégalaises, on a constaté effectivement que la plupart du budget est consommé effectivement en dépenses de fonctionnement. Au-delà des partenaires privés, le gouvernement s'est lancé dans la transformation structurelle et la création d'emplois à travers l'agriculture, la cheville ouvrière du programme intégré porté plus globalement par le plan Sénégal émergent vient de l'ANIDA, l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole. Elle a été créée pour promouvoir le développement d'une agriculture moderne, diversifiée, basée sur la maîtrise de l'eau et pourvoyeuse d'emplois durables pour les jeunes. C'est important, par exemple, de savoir que les fermes ANIDA, dans leur très grande majorité, font plutôt de l'horticulture, qu'il y en a aussi qui font un peu de céréales, surtout pendant la période de saison, pendant l'intersaison, la campagne chaude plus précisément. Et nous avons aussi des fermes qui ont des activités liées pour les fruits. L'expérimentation des systèmes intégrés de transformation structurelle par l'agriculture s'accommode à la création des emplois agricoles et la deuxième édition du Forum de la recherche économique et sociale est parvenue à dégager une simulation de la demande d'emploi dans le secteur. La création de l'université de Sine Saloum, dans le cadre de ce travail, c'est pour répondre aux objectifs du PSE agricole, notamment les niveaux d'emploi. Et pour l'université Sine Saloum, elle devait connaître quelle est l'employabilité des étudiants qui seront formés par cette université. Est-ce qu'ils vont retrouver les emplois espérés sur le marché? Est-ce que les formations offertes par l'université sont compatibles avec ce que les entreprises demandent sur le marché? Et c'est ça qui explique le partenariat que nous avons eu avec l'université. Et ce qui nous a été demandé, l'objectif de notre recherche, c'était de simuler les prévisions sur une dizaine d'années de la demande de travail par le secteur agricole, par catégorie socio-professionnelle, mais également par métier. Et notre champ d'analyse a concerné le secteur agricole et les secteurs connexes, puisqu'il fallait renforcer le lien entre l'agriculture et des secteurs comme l'agroalimentaire. Il ressort des travaux une idée relativement claire du profil de l'emploi vu sous l'angle des orientations agricoles. Quand on a exploité les données, on a vu que les besoins de compétences qualifiées et très qualifiées des entreprises agricoles. Et donc, on a regardé leur degré de satisfaction. C'était un questionnaire qui avait ce volet. On a vu que plus de 7% des employeurs estiment ne pas être bien satisfaits des compétences fournies par les écoles de formation et les universités du Sénégal. C'est une information qui est importante pour l'université parce qu'il représente 7,5%. Donc, ça veut dire qu'il y a lieu de prévoir de faire des formations utiles pour les entreprises. Mais l'analyse selon les systèmes de formation montre que ce sont les universités, c'est avec les universités que les patrons d'entreprise affichent la plus grande insatisfaction, puisque 34% disent qu'ils ne sont pas satisfaits des formations fournies par les universités. Donc c'est une dimension à considérer. Et la recommandation qu'on a tirée de ces informations, c'est que l'université Sine Saloum doit beaucoup investir dans l'adéquation entre l'emploi et la formation qu'elle développe de façon systématique. Pour cela, il peut passer par exemple, des séjours des étudiants dans les entreprises au cours de leur formation. L'une des courroies d'intégration mise en évidence entre les emplois agricoles et la transformation structurelle est le programme des domaines agricoles communautaires, le PRODAC.
Il promeut l'entrepreneuriat agricole à travers les domaines agricoles communautaires, pôle par excellence de compétitivité économique et lieu d'insertion de jeunes, diplômés ou non. Si on ne les nourrit pas, c'est la malnutrition. Les gens vont mourir. Si on ne donne pas d'emploi aux jeunes, eh bien, croyez-moi, ils vont mettre le feu au pays. Donc, ça veut dire que nous sommes interpellés donc, sur cette question qu'il faut régler. Mais je crois qu'il faut être optimiste parce que l'étude montre qu'il y a effectivement des possibilités. Et je crois aussi l'intérêt de l'étude, lorsque USSEN même a été créé, nous avons été interpellés à un moment. Oui, on crée une université agricole, agriculture, alors qu'il y a des écoles, il y a des ci et ça. L'étude montre que, avec toutes les écoles et USSEN qui est créé, nous ne pourrons pas satisfaire la demande. Ça veut dire qu'il y a également la place. Avec le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, le PRODAC constitue une riposte stratégique à l'immigration clandestine et à l'insécurité alimentaire. Donc faire en sorte que notre agriculture soit la locomotive du développement, je crois que nous devons mettre l'accent sur les petits exploitants. Mais pour cela, il faudrait d'abord lever certaines contraintes. D'abord l'eau, on l'a dit tout à l'heure. C'est en général de grands problèmes pour les petits exploitants. Si nous produisons que du riz, nous mangerons que des glucides, nous ferons des diabétiques. Si vous ne produisez pas en agriculture grand A des produits d'origine animale, tous les enfants de la naissance dans les 1000 premiers jours de la vie ne pourront pas grandir correctement et auront pour conséquence future à l'âge adulte des obèses et des gens qui souffrent de maladies chroniques. Toutes les orientations stratégiques de la transformation structurelle liées à l'activité agricole ont pour passage obligé la résilience au changement climatique, l'une des thématiques phares du 2e Forum économique et social. Cette capacité à anticiper les problèmes tels que les inondations est encartée dans l'expertise du ministère du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie. Maintenant, obligation est faite comment dirais-je, au service de l'urbanisme de prendre en compte la dimension risque d'inondation dans tous les documents de planification urbaine. Et même mieux, dans tous les nouveaux projets d'aménagement, bon, vous savez que nous sommes en train d'aménager des pôles. Alors là aussi, le risque d'inondation est pris en compte. Le Consortium pour la recherche économique et sociale a produit sur tous ces aspects des outils essentiels d'aide à la décision avec un champ de perspective en accord avec le gouvernement. Ce matin, il y a le professeur Bladian qui posait la question, qui gère l'eau au niveau de l'agriculture. Bon, il n'y avait pas de réponse en salle. Effectivement, c'est une question vraiment qui est là, banale. Mais il y a pas de, on ne peut pas dire que c'est telle structure qui gère l'eau en agriculture. Mais qui gère les eaux pluviales au Sénégal? Bon, il y a beaucoup d'intervenants. Je pense qu'il y a une clarification, je crois, à faire à ce niveau. Et ça ressort un peu des interventions des uns et des autres. C'est vrai qu'actuellement, il y a le ministère chargé du renouveau urbain qui pilote les inondations. Mais à côté, il y a le ministère de l'hydraulique aussi, à travers l'ONAS, qui gère ces questions d'inondation. Je pense qu'il y a articulation à faire à ce niveau. Ce qui amène un peu la question sur la gestion des ouvrages. Donc ça aussi c'est important parce que c'est bien de créer des ouvrages, mais c'est mieux aussi de les gérer et pour optimiser l'utilisation et la durabilité des ouvrages que nous construisons. En marge des changements climatiques, les entreprises doivent développer des techniques d'autonomisation des femmes. Plusieurs études ont en effet démontré qu'elles ont une plus grande propension à démarrer de nouvelles affaires que les hommes si l'environnement commercial est favorable. Après une analyse descriptive, on a quand même beaucoup d'informations qui pourront faire penser que effectivement il y a discrimination faite aux femmes. D'autant plus qu'on voit le taux d'intérêt nettement plus élevé chez les femmes entrepreneurs comparé aux hommes entrepreneurs et le taux de rejet plus élevé chez les femmes entrepreneurs aussi. Même si l'accès au crédit est favorable aux femmes, on voit que le montant octroyé est nettement plus faible comparé à leurs homologues masculins et le délai de remboursement très court comparé aux entrepreneurs hommes.
Dès lors, l'accès au crédit devient déterminant dans les performances de l'entreprise, porteuse des gerbes de l'émergence. Les entreprises étrangères sont plus performantes que les entreprises nationales. Cela peut être un peu bizarre, aberrant à première vue, mais ça peut aussi être une bonne chose pour nous, tant plus que ça va inciter les capitaux à entrer, donc créer plus d'emplois. En même temps, ça favorise l'entrée des nouvelles technologies qui pourraient profiter à tous les secteurs d'activité. Le poids important des femmes au foyer dans la population inactive du Sénégal, soit 43% du total des inactifs, justifie la faiblesse du niveau d'activité chez les femmes. Cette frange de la population féminine passe la majeure partie de son temps à faire des travaux domestiques, toute chose qu'on ne considère pas toujours comme une activité économique productive, selon le Centre de recherche en économie et de finances appliquées de TIEF. Nous proposons de réaliser des enquêtes budgétantes, ce qui permettrait de mieux prendre en compte le travail domestique. Parce que quand on dit qu'on travaille moins que les hommes, il faudrait considérer ce qu'on fait dans les maisons. Donc, promouvoir la budgétisation sensible au genre, élaborer annuellement un rapport sur le genre, ce qui commence à être fait et à être adossé à la loi des finances maintenant. Favoriser la scolarité des filles en milieu rural, parce que ça permettrait de résorber un peu les disparités existantes sur le marché du travail. Promouvoir les programmes d'alphabétisation chez les femmes, promouvoir l'accès des femmes aux ressources, aux facteurs de production, à la technique et à la technologie. En général, les petites et moyennes entreprises sont la véritable cheville ouvrière d'une croissance inclusive. Mais le laboratoire de recherche économique et monétaire de l'UCAD établit qu'il faudrait pour cela que soient desserrées un certain nombre de contraintes et que ces PME cultivent l'innovation. Parmi les facteurs susceptibles de freiner les projets ou activités d'innovation, il y a en premier lieu le manque de fonds internes, les coûts de l'innovation, le manque de moyens financiers externes, en troisième lieu, en quatrième lieu, la difficulté à trouver un partenaire de coopération à l'innovation. La crédibilité budgétaire du Sénégal réside surtout dans l'impact de la réforme fiscale de 2012 sur le bien-être des ménages sénégalais. Que nous avons pensé, vu que dans nos pays, les pays en développement généralement, ces questions de préoccupation, d'analyse d'incidence fiscale sont très rares parce qu'ils ne voient pas l'importance de le faire. Et quand on en discute, ils disent que nous pouvons savoir. Or, il est important de produire des données et d'avoir un dispositif dans les ministères des Finances. Ça se fait dans beaucoup de pays en l'Occident et ça leur permet, à chaque fois qu'ils veulent décider d'une réforme, du fait qu'on ne maîtrise pas tous les paramètres, de pouvoir faire une simulation qui ne donne pas les réponses à 100%, mais qui permet de pouvoir apprécier l'effet que la réforme pourrait avoir. Les chercheurs ont établi que la maîtrise d'une fiscalité de développement se mesure à la possibilité de s'en servir pour réguler la consommation d'un certain nombre de produits. C'est le cas du tabac. La fiscalité du tabac au Sénégal, comme dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, est l'une des plus faibles au monde, entraînant un niveau de prix très bas et rendant le tabac très accessible financièrement. Ce qui fait du tabagisme un problème important pour chacun de ces pays aux économies faibles, avec une population où les moins de 25 ans, soit environ 40% de la population, affichent une prévalence allant jusqu'à 36%. C'est un douanier du Sénégal qui a osé sortir cet argument en tout début de plénière pour dire que le Sénégal ne va pas aller dans le sens d'une nouvelle directive parce que le tabac est trop taxé. 145%. Si je prends 45% d'une base qui est égale à 229, ce n'est pas la même chose que 45% d'une base qui est égale à 400. 145%, ça fait peur. La France a combien? 89 ou 95% de taxes et pourtant la part des taxes dans les cigarettes représente 89%. Ça veut dire que la base de taxation, elle est très élevée et toutes les taxes sont assises sur cette base-là. Nous avons des taxes assises sur des bases différentes, des bases qui sont déjà très faibles. Donc le taux cumulé de 145% n'est pas élevé. La dernière thématique du forum, consacrée à la protection sociale et à la réduction de la pauvreté, détermine le fondement principal de l'inclusion sur la courbe de la croissance. Il s'agit pour la délégation de la protection sociale et la solidarité nationale d'intégrer fortement le respect des besoins différenciés des femmes, des enfants et des groupes vulnérables
en leur assurant un accès équitable aux opportunités. Ce qu'il faut retenir ici, c'est essentiellement axé sur le cycle de vie. Et donc, on essaie de mettre en place un mécanisme de protection sociale qui permet d'accompagner l'individu depuis la naissance jusqu'à la vieillesse. Et chaque fois de son niveau de développement, il y a des services qui sont donnés. La protection sociale est également, aux yeux des experts du gouvernement, un pilier majeur de l'inclusion au cœur du PSE. La preuve non exhaustive au forum réside dans la capitalisation des expériences du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. Pour avoir des retombées structurantes et durables, tout programme doit développer des stratégies innovantes de mobilisation communautaire, utilisant de manière appropriée les APDC que nous appelons souvent nos Badjenogor, et le développement socio-économique appréhendé dans une perspective genre et protection sociale ne tient pas seulement à des facteurs tangibles, développement d'infrastructures ou de financement, mais aussi à un facteur intangible, le renforcement de capacités, perçu comme un processus par lequel les groupes, les individus, les organisations et les sociétés renforcent leur habileté à identifier, à relever leurs propres défis de développement sur une base durable. Le système de sécurité sociale sénégalais est également à bout de souffle, ainsi qu'en témoigne la morosité du régime de retraite par répartition. Certains chercheurs redoutent l'implosion du système, d'où la question au laboratoire de recherche en économie de Saint-Louis. Et si le Sénégal privatisait son système de sécurité sociale par répartition? Il est évident que la deuxième édition du Forum de la recherche économique et sociale se referme sans avoir été exhaustif sur toutes les questions qu'il aurait fallu impérativement adresser. Un grand débat rassemblant un panel riche et varié a tenté de mettre toutes les réflexions en musique au service des décideurs publics, non sans consigner les idées forces pour la postérité. Toujours est-il que le dialogue entre chercheurs, pouvoirs publics et partenaires techniques et financiers leur impose à tous de regarder dans la même direction, l'émergence à l'horizon 2035.